Charrues. Le festival aura rassemblé près de 200 000 personnes. Vous le voyez sur ces images, depuis cette nuit, l'heure est maintenant au rangement. Il faut tout démonter, tout nettoyer. Les derniers concerts hier soir furent encore magiques. Mention spéciale pour Matmata et Manu Chao qui, une nouvelle fois, ont fait chavirer le public. On voit tout cela avec Erwan Riquier et Frédéric Grinchec. Le dicton « Il ne pleut jamais aux vieilles charrues » a vécu, car le temps maussade et pluvieux n'a pas empêché le festival, qui s'est achevé hier soir à Carhaix dans le Finistère, d'être un succès. En 10 éditions, il est passé de l'amateurisme au gigantisme, sans pour autant y perdre son âme. Les gens ici, il faut qu'ils se sentent bien. On leur donne l'accueil que nous, on aimerait bien avoir en allant aussi ailleurs. Donc c'est cette, je sais pas, une sorte de symbiose, il y a un esprit général, une âme qui flotte au-dessus de ce festival. Un esprit, mais aussi une réalité économique. Car avec 25 millions de francs de budget, le festival est en bonne santé et l'exercice 2001 sera bénéficiaire. 170 000 billets vendus et 200 000 festivaliers sur 3 jours, les Vieilles Charrues ont fait le plein. Trop peut-être, car avec une capacité de 70 000 places par jour, le site de Carhaix arrive à saturation. Pourtant, les organisateurs voient encore plus grand pour l'année prochaine. Le but n'est pas de faire un Woodstock à Carhaix, pas du tout. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Et si on pouvait aujourd'hui faire une billetterie de 200 000 personnes, pourquoi pas? Seul ombre au tableau, le Technival, toléré, voire accepté lors des précédentes éditions, les ravers étaient cette année indésirables aux Vieilles Charrues. Autour du festival, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, de les voir un petit peu plus loin dans les conditions qu'on sait, c'est plutôt, c'est vrai, un élément de satisfaction. Si les têtes d'affiche Noir Désir, Ben Harper, Placebo ou Manu Chao ont tenu leur rang, la bonne surprise vient du groupe Java. Quant à Matmata, en habitué des lieux, ils confirment leur histoire d'amour avec les Vieilles Charrues. Le public, il est hallucinant parce qu'il est capable de bouger sur du Placebo, sur du Matmata, sur du Pierre Perret comme il y a eu, sur du Salvador, sur du... Enfin, à chaque fois qu'on a vu un concert aux Vieilles Charrues, les gens ils ont accepté le trip, ils sont rentrés dedans, et alors que dans d'autres festivals, tu vois des variations de public suivant les groupes, quoi. Gilles Servat et sa création Bretagne nous te ferons ont clôturé le festival, pour ne pas oublier que les Vieilles Charrues ont creusé leur sillon à Carhaix, en centre-Bretagne. Le festival des Vieilles Charrues, tout de même terni par le décès d'un festivalier très tôt ce matin. Un jeune homme de 23 ans qui dormait par terre dans un sac poubelle est mort écrasé par un camion de 19 tonnes qui transportait de la nourriture. Le véhicule effectuait une manœuvre pour se rapprocher d'un stand. C'est un avion de patrouille maritime qui a finalement retrouvé au large de Cancale le corps du petit garçon de 10 ans, disparu lors d'un naufrage ce week-end. Au final, donc 2 décès, un bilan lourd pour cette famille partie pour une petite promenade en mer. On ne le dira jamais assez, la plaisance n'est pas sans risque. D'ailleurs, cet été, les affaires maritimes mettent en garde certains plaisanciers qui se contentent souvent d'un téléphone portable comme moyen de liaison au lieu d'une radio VHF. Anne-Laure Chéry et Patrick Soulabaille. VHF marine contre téléphone portable. Aux grandes dames des autorités maritimes qui ont lancé une campagne de mise en garde, de plus en plus de plaisanciers troquent la radio VHF contre un simple cellulaire. C'est un service totalement différent, il est complémentaire, parce qu'avec un téléphone portable, vous ne pouvez pas appeler les secours, vous pouvez appeler un numéro de téléphone à terre, et vous ne pouvez pas appeler les bateaux qui sont autour de vous. Pour payer 730 taxes annuelles pour avoir la VHF, c'est pas intéressant. Est-ce qu'avec le système GPS du portable, on arrive à retracer la route du gars qui est en perdition en principe, hein. 2000 francs minimum d'investissement, une licence, un examen à passer. La VHF n'est obligatoire qu'au-delà de 5000 décotes. Mais même en dessous de cette limite, elle permet d'éviter les accidents là où le portable est défaillant. En cas de brume, on ne peut pas les repérer avec une gogno. Ils sont donc seuls. Autour d'eux, il peut y avoir des navires, mais les navires ne l'entendent pas. Alors qu'une VHF, tout le monde entend ce qu'on dit. Avec un portable, eh bien, c'est impossible. Problème de couverture, de localisation, le portable ne permet pas non plus un accès direct au réseau de radiocommunication de sécurité, indispensable pour joindre directement secours et navires alentours. Quand vous tombez, vous perdez connaissance, ça permet d'appeler les secours. Il faut être responsable des gens qu'on emmène. Il faut savoir qu'un skipper, un propriétaire de bateau qui emmène des gens, sa famille, il est responsable comme un commandant de cargo. Pour les plaisanciers, un seul message à retenir, le portable est utile en complément, mais en cas de détresse, la sécurité passe avant tout par la radio marine. Fin de vacances pas vraiment idéal pour les enfants des salariés de France Télécom. L'association organisatrice des colonies de vacances pour l'entreprise est désormais incapable d'organiser les retours
Face à d'importants dysfonctionnements au niveau de la logistique, ce sont donc les parents eux-mêmes qui doivent venir chercher leur progéniture. À Saint-Jacques-de-la-Mer, on est confronté à ce problème. Explication avec Catherine Carlier et Roger Mendayank. Dernier repas au centre de vacances de Saint-Jacques-de-la-Mer. Ils ne sont plus qu'une dizaine. Ils étaient 4 fois plus au début du séjour, mais les départs se font en ordre dispersé au rythme des parents. Le papa de Marine, par exemple, il vient de Paris, il a posé une journée de congé spécialement ce lundi. Il le prend plutôt bien, ce n'est pas le cas de tous les parents. Le directeur et le comptable passent leur temps entre téléphone et courrier pour répondre aux nombreuses interrogations. Mais certains parents, c'est vrai que je trouve, on a fait un peu les frais, quoi, parce qu'ils ils ont tout assimilé. Donc on leur a expliqué, ils ont compris que donc nous on fonctionnait très très bien et donc c'est juste un problème donc, au niveau d'Agora. L'association Agora Junior organisait pour la première fois les colonies de vacances. 10 500 enfants sont inscrits pour cet été. Les problèmes ont commencé dès l'aller avec les transports qui n'ont pas été performants et des transports carrément inexistants en retour. Voilà l'explication donnée aux parents. Je pense qu'au départ, il y a eu un montage un peu trop compliqué qui a été imaginé par l'association, qui a envoyé en fait dans tous les sites de France des enfants venant de toutes les origines de France. Et évidemment, l'équation s'est révélée beaucoup trop compliquée en finale et elle a été obligée d'abandonner et de demander aux parents de s'en mêler. Selon les syndicats, la faute n'est pas à mettre sur le compte de l'association, mais sur celui de France Télécom qui chercherait à se désengager de l'organisation des colonies de vacances. En attendant, les enfants finissent leur séjour avec des souvenirs plein la tête. Peut-être un des prolongements du sommet de Gênes, un mouvement jusqu'ici inconnu, le Front d'extermination du capitalisme a revendiqué le vol du clown enseigne d'un restaurant McDonald's à Guingamp. Dans un communiqué, le mouvement exige plus largement le démontage immédiat de tous les McDonald's de Bretagne. La crise de la vache folle va-t-elle s'étendre aussi au secteur ovin et caprin? Pour l'instant, la tremblante du mouton est la maladie la plus connue. Mais un renforcement des mesures de précaution est envisagé. Inquiétude du côté des éleveurs qui jouent déjà la carte de la traçabilité mais qui redoutent les effets négatifs chez le consommateur. Jeanne Roth et Grégoire Bézy. Pour limiter les risques de transmission de l'ESB, l'élargissement des mesures de précaution sur les viandes ovines et caprines, préconisé en février dernier par l'AFSA, sera donc annoncé par Jean Glavany dans les tout prochains jours. Il est justifié, cet élargissement, par les scientifiques pour 2 raisons. D'abord parce qu'à ce jour, ils ne savent pas distinguer le prion de l'ESB du prion de la tremblante du mouton, une autre maladie encéphalitique commune chez ces espèces, et parce qu'en laboratoire, les chercheurs ont réussi à infecter des ovins avec des tissus de vache folle, un risque théorique, car aucune contamination n'a jamais été détectée en milieu naturel. Nous ne sommes pas inquiets par rapport à ce qui va être décidé, puisque nous avons pris un certain nombre de précautions et que ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qui était fait jusque-là. Nous sommes inquiets de la manière dont ça va pouvoir être véhiculé dans les médias, de l'importance qu'on va leur donner et de la manière dont le consommateur va le recevoir. La crainte de l'ESB, mais surtout l'apparition dans les élevages anglais de la fièvre afteuse ont fait chuter la consommation de ces viandes en France, presque de moitié, sans qu'il n'y ait pour autant de répercussions sur les prix, parce que les importations, notamment du Royaume-Uni, ont été suspendues. En Bretagne, les ateliers spécialisés ovins caprins sont peu nombreux. Le cheptel global est évalué à 100 000 brebis, dont un quart seulement serait élevé par des professionnels adhérents à des groupements de producteurs qui misent sur la qualité et savent comment leurs bêtes sont nourries. La production organisée d'ovins et de caprins en Bretagne passe par 2 groupements de producteurs, un qui est autour de la coopérative du Gouessant, qui s'appelle les Bergeries de Bretagne, et l'autre qui est au Vie-Ouest à Noyal-sur-Vilaine. Ces 2 groupements de producteurs ont des formulations ovins et caprins depuis plus de 10 ans, sans aucune farine carnée. Ça, on en a la certitude et je l'ai personnellement vérifié. Du plus petit au plus gros troupeau, les présalés du Mont-Saint-Michel avec 1000 à 1200 têtes, toutes les bêtes sont identifiées et suivies de la naissance à l'abattage par les éleveurs quand il s'agit bien sûr de professionnels qui en vivent. Carnet de mise bas, contrôle, test de dépistage de la tremblante après abattage. La traçabilité existe bel et bien dans la filière organisée. Bague de naissance type tag, avec un numéro de série et un numéro de cheptel au dos, et une bague de date de mise à l'herbu, premier jour d'herbu apposé par le technicien, et au dos aussi le numéro d'élevage avec FR, bague aux normes bien sûr, d'un côté de couleur, de l'autre côté orange.
Elle est inexistante par contre, cette traçabilité chez les particuliers qui élèvent moins de 10 brebis et qui alors ne sont pas soumis à la moindre réglementation. Les mesures qui seront annoncées devraient renforcer la surveillance épidémiologique et exclure de la chaîne alimentaire les tissus à risque chez les bêtes de plus de 6 mois au lieu de 12 actuellement. Pour finir ce journal, je vous propose de découvrir le Rafa Volo. Derrière cette appellation exotique, une des nombreuses disciplines de jeux de boules pratiquées dans le monde entier. C'est en fait un jeu complexe entre la boule lyonnaise et la pétanque, né en Italie dans les années 80. Mais c'est Kevin, dans le Morbihan, qui organise cette année les championnats du monde. Loïc Mathieu et Thierry Breillet. C'est une boule en plastique synthétique, donc elle fait 107 de diamètre, millimètres, et donc 920 grammes. Le terrain fait 27 mètres de long, et donc il est réparti en plusieurs zones. Donc il y a le tir de Rafa, de roule, donc on doit dépasser la deuxième ligne. Le tir de volo, donc là dans la zone de tir volo, donc je dépasse la première ligne. Et maintenant, vous savez presque tout sur la Rafa Volo, sport boule très populaire en Italie, dont 22 nations disputent actuellement le championnat du monde individuel à Kevin dans le Morbihan. Mais pourquoi dans le Morbihan? J'ai moi-même au sein de mon entreprise un joueur qui joue très bien dans la boule bretonne et qui m'a fait découvrir un petit peu ce sport de la Rafa qui était en Italie parce qu'il avait rencontré quelques Italiens. Il m'a dit pourquoi tu créerais pas quelque chose. C'est à partir de là que j'ai essayé de tout mettre sur Kevin et donc quelques championnats ont commencé à se mettre sur Kevin et maintenant les championnats du monde. Emilio Benedetti, 26 ans, champion d'Italie, est le principal adversaire du champion du monde en titre, Dante D'Alessandro, un autre Italien évidemment. Il y a des gens qui gagnent leur vie grâce à ce sport de la boule. C'est des gens qui s'entraînent par exemple 3 fois par semaine et qui font des concours tous les samedis et tous les dimanches. Parallèlement se déroulent les championnats du monde dames et juniors et toutes les finales seront jouées samedi prochain. Tout de suite la météo et l'agenda culturel avec les rendez-vous d'été. On se retrouve demain. Excellente soirée sur France 3. La météo sur France 3 avec les mutuelles de la Mutualité française. Excellent début de semaine, l'anticyclone des Açores fait son grand retour sur nos régions en se prolongeant vers l'ouest. Le soleil l'accompagne bien sûr, un beau tableau estival promis jusqu'à jeudi. Coup d'envoi de cette journée de mardi avec un peu de grisaille passagère sous forme de brume et de nuages bas. Elle se dissipera en cours de matinée. Les températures au petit matin traduisent une certaine fraîcheur pour la saison, de 11 à 15 degrés d'ouest en est. L'après-midi donne carte blanche au soleil, enfin presque, car dans les terres, de petits cumulus verront le jour. Les températures sont agréables, entre 24 et 27 degrés dans l'intérieur. Sur la côte, la brise marine tempère l'ardeur du mercure, notamment près de la Manche, entre 20 et 22 degrés. Une tendance confirmée sur le sable de vos vacances, moins concernée la côte atlantique, avec des vagues de 23 à 25 degrés, où les températures de l'eau vont friser les 20 degrés demain. Côté navigation et plaisance, le vent en Manche soufflera demain nord-ouest à nord, 2 à 3 Beaufort, temporairement 4 l'après-midi selon les brises. Sur la côte atlantique, celles-ci ne modifieront pas la vitesse de 3 à 4 Beaufort, mais l'orientation, passant du nord-est au nord-ouest à ouest l'après-midi. La mer sera belle, un peu agitée avec une petite houle d'ouest, bonne visibilité supérieure à 10 000. Coup d'œil rapide avant de nous quitter sur cet agenda de mardi. La météo sur France 3 avec les mutuelles de la Mutualité française. France 3 avec Piriac-sur-Mer vous présente Rendez-vous d'été. La mer, comme on l'imaginait au XVIe siècle, remplie de créatures étranges, mi-hommes, mi-monstres, c'est ce voyage au cœur de l'imaginaire marin qui vous est proposé à Mélac. Ces gravures et cartes marines sont à découvrir au manoir de Carnot. Dans le jeu de Didier Skiban, certains disent qu'on retrouve toute la Bretagne. Cet été, le pianiste propose le 3e volet de sa trilogie. À mi-chemin entre jazz et classique, il revisite volontiers des airs populaires. Et ce soir, il est à l'église de la Richardaie de Dinard. Son escale musicale se poursuit jusqu'au 17 août, dans les chapelles de toute la région.
Gustave Loiseau est ce qu'on pourrait appeler un peintre du moment présent. Sur ses toiles, il saisit un instant, une posture, un paysage. 40 de ses œuvres sont exposées à Pont-Aven, de quoi vous plonger dans l'impressionnisme pur et dans la Bretagne du début du siècle. Je vous présente la Reine de Cornouailles 2001. Son élection a marqué le début du festival qui se poursuit toute la semaine. Ce soir, vous pourrez écouter des groupes du Pays Glasique. Puis ensuite, ce sera le traditionnel Fest-Noz. Mais rassurez-vous, on ne vous demandera pas de danser comme ça. France 3, avec Piriac-sur-Mer, vous a présenté Rendez-vous d'été. Donne rendez-vous avec les magasins Catena. Bricolage, électroménager, jardin et services. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Top chrono. Demain sur France 3, Sylvain Augier précipite ses candidats en pleine Bouches-du-Rhône à la conquête de la Camargue. Vous voulez m'aider? Bonjour, je suis italien, je ne sais pas parler français. La fourgonnette blanche arrive pendant que le bleu attaque. La fourgonnette attaque le tracteur, c'est mieux qu'un Grand Prix de Formule 1. Pour l'instant, c'est le tracteur qui a l'avantage. C'est un moment formidable, non? Sous les feux du soleil et de l'action, la carte au trésor. Demain à 21h sur France 3. Seul le chat gourmet sait apprécier la vraie valeur des choses. Pas mal. Encore mieux. Magnifique. Excellent. Sublime. Gourmet Gold, qui peut résister aux étoiles? Un bic ne fera jamais de mal à une Saxo Bic. Nouvelle Citroën Saxo Bic, 51 900 francs. Ça bouge pas, bougez le papier peint, bougez vos murs avec le papier peint, faites bouger vos murs. Bougez. Avec le papier peint, faites bouger vos murs, bougez. J'y vais. Alo? Alo, son parti göndermiş olduğunuz mallar yanlış etiketlendi. Sizden ricam eski müşteriniz olarak aynı parti malı tekrar rica ediyorum. Pas, c'est la société Gudjan. Leur livraison s'est perdue. Ils en veulent une autre avec une remise de 10%. Ok, ça marche. Monsieur? Le téléphone qui traduit pour vous, c'est ça le futur de l'e-business d'IBM. Le grand amour dure toujours. Question d'atome crochu, moi, je craque complètement pour Récital, la coloration haute résistance de L'Oréal. Elle ne s'affadit pas. Le gel fusionne avec les cheveux. La couleur reste fidèle. La brillance dure vraiment avec un soin qui protège en profondeur. Les châtains ne ternissent pas. Les rouges ne s'éteignent pas. Les blonds ne délavent pas. Cet amour-là est fait pour durer. Récital de L'Oréal, parce que vous le valez bien. Frolic petit chien, à chacun son frolic. Frolic, frolic. On n'arrête pas le monde, on n'arrête pas la beauté, on n'arrête pas les femmes et leur envie d'être belles. Alors les laboratoires Dr Pierre Réco n'appellent de nouveaux espaces de dialogue et des soins anti-âge de pointe pour vous aider à exprimer pleinement votre beauté. Dr Pierre, votre beauté ne s'arrête jamais. Oh, piscine. Bonjour, page 815, piscine. Comme ça ta piscine, monsieur? Coiffeur. Ah, coiffeur. Page jaune 251, madame. Non, diététique. Produit de régime. Page jaune 312, il est où le gros? Page jaune, demandez, c'est trouvé.
Difficile d'avoir peur dans une Mégane. Il y a des slows qu'on aime danser toute sa vie. À 21h, Sophie Marceau, une adolescente prometteuse, vous invite à la boum. 22h50, soir 3. Quand les secrets d'une famille célèbre sont divulgués, ça fait du bruit. À 23h10, Mireille Dumas et Guy Bedos parlent de grosses indiscrétions. 21h, la boum. 22h50, soir 3. 23h10, vie privée, vie publique. Bonne soirée sur France 3. Imaginez. Voyagez. Un bel été sur France 3. Après les violences autour du sommet du G8 à Gênes ce week-end, les questions persistent sur les méthodes policières italiennes. Le bilan des affrontements est lourd, 1 mort et plus de 300 blessés. Compromis in extremis à Bonn, les ministres de l'Environnement de la planète sauvent le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, accord signé sans les États-Unis. Attentat en Corse à Borgo, au sud de Bastia, un camp de gendarmerie mobile a été touché par une explosion. 22 personnes sont légèrement blessées. Enfin, le Tour de France, c'est gagné ou presque pour l'Américain Lance Armstrong depuis l'étape pyrénéenne d'hier. Aujourd'hui, journée de repos pour les 152 rescapés à Pau. Reportage dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Mais d'abord, l'éruption du volcan l'Etna en Sicile qui continue de provoquer l'inquiétude. Dans la province de Catane, le gouvernement proclame l'état d'urgence. La coulée de lave se trouve à 4 km de la commune de Nicolosi. Isabelle Soler. Depuis une semaine, l'Etna s'est remise à cracher. Des projections incandescentes, parfois hautes de 100 mètres, qui finissent par effrayer des riverains un peu blasés. Car le volcan le plus actif d'Europe connaît une activité sporadique. Mais tous les 10 ans, ces éruptions prennent un tour franchement menaçant. Ses habitants impuissants regardent s'enflammer une maison traversée par une boule de feu. Nous sommes aux environs de Nicolosi. Le petit village se trouve seulement à 4 km de la coulée, mais selon les prévisions des sismologues, la commune devrait être épargnée, la lave se frayant un chemin entre Nicolosi et Belpasso, 2 km plus bas. Si la simulation est bien faite, et je pense qu'elle est bien faite, le village ne risquerait pas d'être envahi par la lave. Bon, seulement voilà, tout dépend du débit à l'origine. Si le débit reste comme il est, la simulation sera bien faite. Si par hasard il augmentait, les simulations seraient à revoir. L'aéroport de Catane, à 20 km du volcan, a dû fermer pour la 2e fois en 2 jours à cause de la cendre. Épaisse et noire, elle se dépose partout et les habitants emploient les moyens du bord pour s'en protéger. La coulée, partie des monts Silvestri, a déjà endommagé les équipements de la station de ski voisine. Petit espoir, les cratères qui se sont ouverts dans les pentes nord-est pourraient permettre l'évacuation de la lave vers des zones désertiques. Pour l'heure, les Siciliens gardent leur calme tout en invoquant la Madone et le ciel pour que cesse la colère de l'Etna. 24 heures après la fin du sommet du G8 à Gênes, on retient surtout aujourd'hui la violence qui a fait rage dans la ville italienne pendant 2 jours, beaucoup plus sans doute que les décisions des pays les plus riches. Conséquence, l'année prochaine, le sommet du G8 se déroulera dans une région reculée au Canada, en pleine montagne rocheuse, dans une petite station de ski de l'Alberta à 60 km de Calgary. Aujourd'hui, en tout cas, un peu partout en Europe, en Italie et notamment à Londres, cet après-midi, se sont déroulées plusieurs manifestations contre les méthodes des policiers italiens. Rappelons encore une fois le bilan des affrontements ce week-end, 1 mort et plus de 300 blessés. Il faut dire que ce soir, on s'interroge encore sur le rôle exact de la police à Gênes et de son organisation pour réprimer les casseurs tout en laissant défiler les antimondialistes pacifiques. Y a-t-il eu par exemple manipulation? Le policier qui a tiré était-il suffisamment formé? Exemple de questions auxquelles tente de répondre ce soir Nathalie Pérez. Voici les images qui ont déchaîné la polémique. Ce manifestant, le visage masqué par un foulard blanc, en conversation avec les policiers. La vidéo amateur diffusée hier par toutes les télévisions italiennes serait la preuve, selon les leaders du mouvement anti-mondialisation, que
que la police italienne entretient d'étroits contacts avec les fameux Black Blocs, ces anarchistes ultra-violents impliqués dans les émeutes de ce week-end. Je ne pense pas une seconde que l'ensemble des militants anarchistes soient des policiers, c'est pas du tout ça. Mais la police est quand même un peu plus maligne qu'eux, elle sait faire. Surtout en Italie d'ailleurs, où elle a une très longue expérience de la manipulation et de la criminalisation. Les témoignages mettant en cause les méthodes policières s'accumulent. Dans la nuit de samedi à dimanche, la perquisition musclée effectuée ici, au QG des anti-mondialisations, a été d'une rare violence. 3 des militants blessés cette nuit-là sont toujours dans un état critique. J'ai eu plus ou moins 10 flics qui m'ont tapé dessus et j'ai rien dit, et j'ai rien fait et je suis certainement pas pour la violence, mais on sentait leur plaisir de nous taper dessus. Vendredi soir, les affrontements dégénèrent, la police dérape. Là encore, grâce à un film amateur, on voit partir le coup de feu à l'arrière de cette Jeep. Un jeune homme s'écroule, mort sur le coup. Carlo, étudiant en histoire, n'avait que 23 ans. Son assassin présumé n'était pas un policier confirmé, mais un jeune appelé de 21 ans qui effectuait son service militaire dans les carabiniers. Là encore, la police est montrée du doigt. Le père même de la victime dénonce son irresponsabilité. On a fait appel à des gens inexpérimentés qui ont cédé à la panique. Ceux qui étaient présents à cette manifestation auraient dû être ailleurs. La responsabilité n'est pas celle du jeune policier. Pour lui, j'éprouve une grande peine. Aujourd'hui, les Italiens réclament la création d'une commission d'enquête sur les événements de Gênes. Dans les rangs de l'opposition, c'est la démission du ministre de l'Intérieur que l'on réclame. Après un mort et une centaine de blessés, c'est maintenant à la police de rendre des comptes. Jacques Chirac, un des acteurs du sommet, s'est exprimé ce week-end en prenant en considération ces manifestations. Aujourd'hui, c'est Lionel Jospin en visite en Roumanie qui a donné son sentiment. On l'écoute. Que des hommes et des femmes, y compris par dizaines de milliers, manifestent à l'occasion de rencontres est simplement l'expression des libertés démocratiques et du droit de manifestation. Cela ne doit pas se discuter. Quant au G7 et au G8, c'est une instance qui a une histoire. Et je pense qu'il faudra singulièrement revoir sa conception et ses formes d'organisation. Moi, je crois dans les grandes organisations des Nations Unies, l'ONU, les organisations spécialisées. Je crois dans les organisations régionales. Je ne crois pas trop au directoire de quelques pays. Et puis paradoxe peut-être, les protestataires anti-mondialisation n'hésitent pas à se servir justement des méthodes modernes et globales pour mieux s'organiser et mieux s'informer. Grâce à Internet notamment se développe pendant ces sommets une presse parallèle quasiment en temps réel. Marc Dana et Christophe Hilary ont réussi, c'est une première, à filmer leurs méthodes malgré leur méfiance à l'égard des médias traditionnels. Dimanche, tôt dans la matinée, les carabiniers effectuent une perquisition. Elle fera une 60aine de blessés. Avec une extrême violence, ils sont venus chercher tout ce qui ressemble à une arme, mais aussi des disquettes et du matériel informatique. Car face à la mondialisation, la principale des armes dont disposent les opposants s'appelle Internet. Grâce au web, des sites d'information indépendants ont vu le jour. Leur importance grandit à l'échelon mondial. On donne une info qui dérange réellement le pouvoir, je pense. Donc c'est pour ça qu'on leur fait peur. Et je trouve ça, d'une certaine manière, je trouve ça positif ce qui s'est passé ce soir. Ça montre qu'on est vraiment dérangeant et qu'on sert à quelque chose. Avant, on était peut-être un petit groupe, maintenant, je pense qu'on est passé à une phase supérieure. La plus connue de ces agences de presse alternatives, c'est Indymedia. Indymedia, c'est plus de 50 versions dans le monde. Une information indépendante. Mathias travaille pour la version française. Contrairement aux médias traditionnels, quand une information est diffusée sur Indymedia, le lecteur peut prendre son clavier pour réagir ou la compléter. On laisse s'exprimer tout un tas d'opinions et de gens différents les uns des autres, qui viennent tous évidemment avec leurs propres idées politiques, leurs propres a priori, et on fait pas une synthèse, on fait pas une censure. Entouré de journalistes, photographes ou traducteurs de tous les pays, Mathias recueille les échanges d'idées, mais aussi d'informations en provenance des différentes manifestations. Pour me dire ce qui se passait.
les gens qui sont dans les manifs envoient des trucs assez courts. C'est-à-dire ils nous envoient tel endroit, on est beaucoup, il va y avoir énormément de gens, la police est à tel endroit, ça a l'air calme, on va se mettre en marche. Donc ça c'est des toutes petites nouvelles qui servent à avoir une espèce de fil de presse des actions en cours. Outre les photographes, de nombreux vidéastes sont sur place pour mettre sur le réseau des images d'un défilé festif ou pour témoigner de l'agression d'un manifestant par les forces de l'ordre. Internet permet au mouvement de s'organiser à la vitesse d'un clic. C'est ce qui intéresse les polices et la radio d'Indymedia l'a bien compris. Bienvenue sur france.indymedia.org. Enfin, la police nous regarde parce qu'ils ont des idées à trouver chez nous, quoi. On leur dit un grand bonjour. Internet permet également à certains anti-mondialisation de lancer des pavés virtuels. Des attaques de pirates informatiques se répètent souvent sur les sites gouvernementaux avant les sommets. Les mêmes technologies qui ont fait la nouvelle économie leur ont permis de globaliser leur action, une façon de retourner peut-être les armes de l'ennemi contre lui. Et puis c'est sans les Américains que les ministres de l'environnement de la planète réunis à Bonn se sont finalement mis d'accord d'extrême justesse pour signer un compromis sur l'accord de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils sont en effet tenus pour responsables du réchauffement climatique. Anne Sylvain. Le miracle a donc eu lieu aujourd'hui à Bonn. Après plus de 25 heures de négociations, on a sauvé le protocole de Kyoto. Les ministres ont finalisé les modalités concrètes du texte de 97. Désormais, les pays industriels vont enfin pouvoir ratifier le texte et surtout réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à présent, les discussions achoppé sur 3 points. Comment contrôler les engagements pris par les pays industrialisés? Comment les aider à diminuer effectivement les émissions de gaz? Comment enfin permettre aux pays du Sud de réduire eux aussi leurs émissions de gaz sans mettre en péril leur développement. Dans les faits, il s'agissait pour l'Europe de convaincre des pays comme l'Australie, le Japon ou la Russie, des pays proches des États-Unis, de signer l'accord. En échange, l'Europe a cédé sur les fameux puits de carbone, c'est-à-dire les forêts ou les sols agricoles qui absorbent le gaz carbonique. Désormais, ces puits de carbone pourront être comptabilisés dans les réductions de gaz. Cet accord équivaut à un véritable pied de nez aux Américains, eux qui poussaient à l'abandon de ce traité sur le climat. En France, attentat aujourd'hui contre une caserne de gendarmes mobiles à Borgo, au sud de Bastia en Corse. Un attentat qui a provoqué des blessures légères pour 22 personnes. Geneviève Moindreau et Henri Léris. L'attentat s'est produit vers 12h40. Une Renault Clio s'arrête près du mur d'enceinte. Un homme en sort rapidement pour déposer une charge qui va provoquer d'importants dégâts. L'explosion a creusé un cratère de 50 cm. Les vitres du mess situées derrière le mur d'enceinte ont volé en éclats alors que les gendarmes déjeunaient dans ce bâtiment. 22 d'entre eux, commotionnés et traumatisés, ont été évacués vers l'hôpital de Bastia. Je veux à mon tour naturellement condamner fermement cet attentat lâche et primaire qui touche une fois de plus la gendarmerie en Corse, et je veux dire ma solidarité, ma sympathie aux militaires qui ont été traumatisés dans cette explosion. Ceci effectivement donne la nausée. Et je précise qu'il y a quelques instants, les magistrats spécialisés parisiens ont été saisis de cette affaire. La Renault Clio du commando a été retrouvée sur la route longeant la prison de Borgo. À l'intérieur du véhicule, dérobé la semaine dernière et muni de fausses plaques, les enquêteurs ont découvert une deuxième charge destinée à dynamiter la voiture, mais qui n'a pas explosé. Cette charge a été neutralisée par les artificiers. En l'absence de revendications officielles pour l'instant, les gendarmes disposent simplement d'une quinzaine de tracts lâchés près du mur d'enceinte sur lesquels figure 3 fois l'inscription « Libertà per i patrioti ». La caserne de gendarmerie de Borgo avait été visée en décembre dernier par un précédent attentat qui, lui, avait été revendiqué par les clandestins du FLNC. Pas d'incident pour la plus grande rave party jamais organisée en France en marge du festival de Carhaix dans le Finistère. Pourtant, les gendarmes sur place arrêtent des véhicules chargés de matériel sono, interrogent les occupants. Manifestement, les forces de l'ordre cherchent à savoir qui organise ce méga concert. Presque un an jour pour jour après la catastrophe du Concorde près de Roissy, confirmation aujourd'hui, le bureau enquête accident du ministère des Transports indique bien que c'est l'éclatement d'un pneu qui a provoqué l'incendie d'un réservoir à l'origine de l'accident. Sylvain Lequesne. Un an après l'accident, les enquêteurs ont définitivement reconstitué le scénario du crash. Le rapport final n'est pas encore bouclé, mais le rapport d'étape publié aujourd'hui a confirmé toutes les hypothèses émises dès le mois de janvier.
Selon ce scénario, la fameuse lamelle perdue par le DC-10 de la Continental Airlines est bien à l'origine de l'accident. Le Concorde a roulé à 324 km/h sur cette lamelle qui a entaillé le pneu en plusieurs morceaux. Les morceaux de pneus ont ensuite été projetés contre l'un des réservoirs qui s'est percé de l'intérieur en raison de l'onde de choc. La fuite de kérosène a ensuite entraîné un violent incendie qui a causé la perte de l'avion. Ce nouveau rapport exclut tout dysfonctionnement propre au moteur. Il établit que les pneus et la lamelle sont bien les seuls responsables du crash. Une hypothèse confirmée par le parquet de Pontoise chargé d'établir les responsabilités. Très discret jusque-là, les juges pourraient procéder aux premières mises en examen dans les prochains mois. En ce qui concerne l'enquête technique, c'est vrai que c'est allé relativement vite. Je ne parle pas de l'aspect de l'enquête judiciaire qui, elle, étant en charge d'établir des responsabilités éventuellement pénales, va forcément plus lentement. Et bien que l'enquête ne soit pas achevée, le Concorde n'a jamais paru aussi près de revoler. Il y a tout juste une semaine, les premiers essais en vol effectués par un appareil de la British Airways entre Londres et l'Islande ont constitué une étape décisive. Depuis janvier, sans même attendre le feu vert officiel, Air France et British ont renforcé les réservoirs du Concorde en posant du Kevlar à l'intérieur des ailes afin de limiter d'éventuelles fuites de carburant. Les pneus ont également été modifiés pour éviter de se fragmenter en morceaux de 4 kg comme ce fut le cas lors du crash. Fort de ces modifications, les deux compagnies ont annoncé qu'elles allaient déposer avant le 15 août une demande de recertification de l'appareil. En cas de réponse favorable des autorités aéronautiques, le Concorde pourrait revoler à l'automne. C'est en tout cas le souhait des deux compagnies et de Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports. Les douaniers français mettent l'accent aujourd'hui sur la contrefaçon qui augmente d'année en année. Au mois de juin, la douane a en effet procédé à plusieurs saisies records à Roissy. L'occasion de faire le point sur cette situation qui constitue une menace pour les produits de luxe et pour l'emploi en France. Philippe Michenteff. Montre de prestige à petit prix, articles en cuir bradé. Les douaniers présentaient cet après-midi à Roissy leur dernière saisie de masse. 1,4 tonne de produits de luxe, portefeuilles et sacs Vuitton, montres Cartier. Un chargement en provenance de Corée du Sud est destiné au Venezuela. La contrefaçon augmente en flèche, 190 000 articles retenus à Roissy l'année dernière, quasiment autant depuis le 1er janvier de cette année. Symbole de cette explosion, l'industrie du luxe. La contrefaçon représente certes pour elle un manque à gagner, mais surtout une imposture. C'est un vol d'image et c'est un vol de rêve. Les hommes et les femmes qui s'offrent Cartier s'offrent un rêve, s'offrent de l'amour et de l'amitié. Là, ils se trompaient dans ce qu'ils veulent s'offrir. Les experts des douanes sont formels. En moins de 10 ans, la contrefaçon s'est considérablement améliorée. Technique de pointe reproduisant au plus près les détails des produits de luxe, jusqu'à la présence de fausses cartes de garantie. Dans certains pays, la contrefaçon est devenue une véritable industrie. Son ampleur n'est pas sans conséquence sur l'emploi en Europe. On estime que dans l'Union européenne, la perte en emploi liée à la production de contrefaçon à l'extérieur de l'Union européenne se situe à environ 100 000 postes. Enfin, l'achat de produits contrefaits est un délit. Au retour de vacances, le touriste imprudent s'expose à une confiscation de ses souvenirs et à une forte amende. Le festival d'Avignon connaît une forte affluence cette année comme les années précédentes du reste. Et pourtant, la logistique de la récente gare toute neuve avec le nouveau TGV Méditerranée rencontre quelques difficultés. Un mois après en effet son inauguration, les travaux ne sont toujours pas terminés et les voyageurs ne sont pas franchement ravis. Amélie Deloy, Jean-Jacques Buty. Une architecture linéaire qui se fond dans le paysage. 350 mètres de long, une courbe parfaite. Avec 60 TGV et près de 8000 passagers par jour, la nouvelle gare TGV d'Avignon, côté face, c'est la gare du futur. Mais côté pile, le tableau est un peu moins reluisant. Un mois et demi après l'inauguration, les travaux ne sont toujours pas terminés. Conséquence pour les passagers, un inconfort certain. Pour expliquer les retards, la SNCF parle de la météo exécrable, mais aussi de la présence du public qui ralentit le chantier. Côté voyageurs, justement, ces explications passent plus ou moins bien. C'est pas fini, les travaux sont... on a l'impression d'être dans une zone commerciale. Je pense qu'ils auraient dû attendre que les travaux soient complètement terminés. Donc, quand ils ont fait l'inauguration, je pensais que c'était terminé, quoi. Depuis l'inauguration, Philippe Colombet, le chef de gare, est devenu inspecteur des travaux en cours. Tous les matins, il arpente le secteur avec un objectif, que le chantier gêne le moins possible les passagers. Je suis responsable de la sécurité des voyageurs qui transitent dans la gare. Donc j'ai un droit de regard qui est très très vigilant
pour justement éviter tout problème que pourraient rencontrer les voyageurs occasionnés par les travaux. Le gros œuvre est effectué la nuit après la fermeture de la gare. C'est promis, tout devrait être achevé d'ici le mois d'octobre. Peu à peu, les gravats laissent la place aux ornements, lauriers roses et nénuphars, comme pour adoucir le désagrément des voyageurs. Avignon, certes, mais en dehors des grands rendez-vous, la culture s'installe aussi souvent près de chez vous, parfois dans le salon des particuliers. Que ce soit pour une exposition de peinture ou des concerts, on invite ses amis ou ses voisins. Reportage d'une initiative à la mode, Marie-Claire Thiers et Yvon Baudin. Ce soir, Béatrice Robin est heureuse. Elle reçoit dans son salon de musique pour un concert privé. Cette psychologue passionnée de piano veut créer une ambiance chaleureuse et clin d'œil amusé au salon du XVIIIe siècle. Ces soirs-là, elle aime enfiler une robe longue après avoir...